Aujourd'hui, en troisième, toujours dans notre partie Le Monde depuis 1945, le chapitre 10 en histoire, indépendance et construction, affirmation des nouveaux États. Tout ceci se passe après 1945. Avec cette question fondamentale, comment les territoires colonisés, comment les colonies, obtiennent-ils leur indépendance et s'affirment-ils sur la scène internationale? Tout d'abord, les étapes de la décolonisation. Dans quel contexte la décolonisation débute-t-elle? Ça, ce sont les empires coloniaux en 1945. On peut remarquer que l'Afrique, quasiment entièrement, est un continent colonisé. C'est également le cas pour une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Ceux qui possèdent le plus de colonies sont les Britanniques, ainsi que les Français. Les Britanniques possèdent tout un axe, allant du Soudan au sud de l'Angola, l'Empire des Indes, les territoires du Yémen, de l'Oman, la Palestine et des pays comme le Nigeria. La France possède un vaste territoire africain, Maroc, Algérie, Tunisie, ce qu'on appelle ici l'Afrique orientale française et l'Afrique équatoriale française, sans oublier Madagascar et l'Indochine. Comment expliquer? Il y avait déjà eu des mouvements d'indépendance depuis les années 1920, notamment c'est le cas en Algérie. D'accord? Mais avec la Seconde Guerre mondiale, il y a un véritable affaiblissement des Britanniques et de la France. En effet, rappelez-vous que les deux puissances qui sortent vainqueurs véritablement économiquement de la guerre, c'est l'Union soviétique, bien qu'elle ait payé le plus lourd tribut en hommes, et les États-Unis. Et ces deux puissances-là, qui rentrent, rappelez-vous, dans un contexte de guerre froide, les Américains comme les Soviétiques sont anticolonialistes. D'accord? Donc ceci va favoriser l'émergence de mouvements indépendants, qui vont devenir parfois violents, parfois de façon négociée, à travers l'ensemble de la planète. Le mouvement de la décolonisation, il subit la pression quand même des États-Unis. Les Américains vont mettre la pression sur les États français, portugais, espagnols, italiens et anglais pour qu'ils libèrent leurs colonies sous le prétexte que les peuples ont le droit de s'affirmer eux-mêmes et de choisir eux-mêmes leur indépendance. Et forcément, l'URSS, elle, va soutenir, par de l'argent ou par des armes, toutes les guérillas indépendantistes qui vont éclater sur l'ensemble de la planète. Deux étapes. La première étape, tout commence ici, en Inde, 1945-1946, avec l'indépendance du pays, sous la houlette du grand Gandhi, le Mahatma Gandhi, qui prône la non-violence face aux Anglais, et le boycott, c'est-à-dire l'interdiction pour tous ceux qui veulent l'indépendance, pour les Indiens, d'acheter des produits anglais. Vu que l'Inde est composée de populations hindouistes et de populations musulmanes, ceci va créer la partition du sous-continent indien, l'Inde, pour faire simple, pour les hindouistes, le Pakistan et la Birmanie pour les populations musulmanes. Entre 1947 et 1962, c'est ce qu'on appellera le temps fort. C'est l'ensemble de la décolonisation du territoire d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Après 1962, ce sera le sud de l'Afrique, Angola, Namibie, Mozambique, de réclamer leur indépendance par des guerres. Des guerres d'indépendance, il y en aura en Indonésie, au Vietnam, en Algérie, en Angola, en Namibie et au Mozambique. Et c'est principalement au Vietnam, en Angola et au Mozambique que l'URSS fournira des armes et de l'équipement militaire ou tout simplement de l'argent pour soutenir les guérillas indépendantistes. Ici, vous avez la décolonisation de l'Inde, qui est faite de façon négociée, avec Nehru, qui sera le premier ministre indien après la décolonisation. Ici, vous avez la personne qui représente les autorités musulmanes de l'Inde. On est bien à la table de négociation, on est bien dans un contexte de discussion, de négociation, après plus de 40 années de troubles politiques et économiques entre l'Angleterre et l'Inde. Sur la photographie d'en dessous, vous êtes en pleine guerre d'Algérie. Là, on voit bien que le contexte est différent. On est dans un contexte d'indépendance
militaire, d'indépendance guerrière, d'indépendance violente. Il faut bien différencier ces deux types d'indépendance pour comprendre que la décolonisation, elle s'opère vraiment dans un double mouvement. Un exemple de décolonisation, c'est bien sûr la guerre d'Algérie. L'Algérie avait été conquise à partir des années 1824-1835 par les armées françaises. Et depuis les années 1930-1940, il existe des mouvements d'indépendance qui recherchent un compromis avec l'État français. Les Algériens ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont participé à la bataille du Monte Cassino en Algérie, donc ils estiment que, ayant aidé leur métropole, ils ont le droit de réclamer leur indépendance au nom de l'aide qu'ils ont fournie. Et bien sûr, la France, à partir des années 40-50, même si elle se développe sur plein de points, elle n'est pas soutenue par les Américains dans sa politique coloniale et elle est combattue par les Soviétiques pour sa politique coloniale. Observons le tableau. À quoi ressemblait la vie des Algériens et des Français, ici, des Européens d'Algérie, qu'on appelle les pieds noirs, sur le territoire algérien? Il y avait à peu près 8 500 000 Algériens, pour un peu moins d'1 million de Français. La mortalité infantile, c'est le nombre d'enfants qui meurent avant l'âge de 1 an, en pour 1000, était de 46 pour 1000 chez les Européens d'Algérie, pour 181 pour 1000 chez les Algériens. La population d'Algérie algérienne était beaucoup plus rurale, et les structures de santé, les structures médicales étaient réservées, pour faire simple, aux Blancs, aux Pieds Noirs, aux Français qui vivaient en Algérie. La scolarisation dans le primaire, en pour 1000, était la même. 20 pour 1000 pour les Algériens, et donc là, il faudrait enlever, ce serait 100%, hein, les Français d'Algérie, 100% des Français d'Algérie envoyaient leurs enfants à l'école. Les exploitations agricoles, si on regarde leur taille en hectares, 14 hectares pour les Algériens, 100 hectares pour les Français d'Algérie. Donc on est vraiment dans une situation de différence, d'inégalité, de discrimination, sachant que les Algériens n'ont pas de représentants à Paris, n'ont pas de droit politique. Un Algérien n'a pas de droit politique, et pourtant il fait partie de la France. Mettez-vous bien ça en tête, l'Algérie est un département à l'époque, au même titre que l'île-et-Vilaine. Voici ce que va dire le Front de Libération Nationale, un organisme révolutionnaire algérien, le 31 octobre 1954. L'heure est grave. Une équipe de jeunes militants a jugé le moment venu de sortir le mouvement national de l'impasse pour le lancer aux côtés des frères marocains et tunisiens dans la véritable lutte révolutionnaire. Notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme, seul ennemi obstiné et aveugle qui s'est toujours refusé à accorder la moindre liberté par les moyens de la lutte pacifique. C'est-à-dire tout simplement que les négociations ont échoué et que la France a toujours refusé des droits spécifiques aux Algériens. Ce sont là des raisons suffisantes qui font que notre mouvement de rénovation se présente sous l'étiquette de Front de Libération Nationale. But, l'indépendance nationale, par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes islamiques, le respect de toutes les libertés fondamentales sans restriction de race et de confession. Moyen de lutte, conformément aux principes révolutionnaires, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but. Le lendemain, le Front de Libération Nationale fera une vague d'attentats à travers toute l'Algérie, notamment contre des bâtiments de l'administration française sur le territoire algérien. Premiers attentats qui ont eu lieu le 1er novembre 1954 dans la région d'Alger, en Kabylie et dans les Aurès. La situation se tend. Des zones de guérilla se forment avec l'armée du FLN qui va aller harceler les contingents français. Alors le contingent, ce sont les Français qui font leur service militaire et en 1956, on envoie les Français qui font leur service militaire se battre contre le FLN. 57, bataille d'Alger. En 61, en France, vous aurez la fondation de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui sont des Français qui veulent une Algérie française. Je reviendrai là-dessus, mais ceci va provoquer la chute de la 4ème République, le retour au pouvoir du général de Gaulle, qui instaure la 5ème République dans laquelle nous vivons. Et s'il continue entre 58 et 59 à lancer des expéditions militaires contre le FLN, de Gaulle sait très bien que la partie ne pourra pas être gagnée. Des pourparlers sont mis en place et en mars 62, signature des accords d'Évian entre le FLN et le gouvernement français
qui prévoit l'indépendance de l'Algérie. Les Français d'Algérie vont partir vers la France, principalement Marseille, et se répandre ensuite en toute la France. Juillet 62, indépendance de l'Algérie, suite à un référendum en France et également sur le sol algérien. Voici ce que dit un soldat français. Dans l'Aurès, nous traversions souvent des villages abandonnés qui avaient été mitraillés par l'aviation française, bombardés ou incendiés. À plusieurs reprises, nous rencontrâmes des charniers, ce sont des fosses où on met des corps humains, dégageant des odeurs épouvantables d'hommes et de mulets. Il s'agissait de caravanes prises en chasse par l'aviation. Donc l'aviation française va pilonner en fait des petits convois commerciaux de montagne, de campagne, et tirer dessus. Au mois d'octobre, la compagnie fut mutée à Ménard, dans le secteur d'Aris, petite ville de 2000 habitants. On commença à arrêter un grand nombre de gens et les tortures reprirent leur rythme régulier. Et oui, la torture fait partie inhérente de la guerre d'Algérie. Pour obtenir des informations, l'armée française n'hésite pas à torturer la population. Au mois de janvier 1957, un petit convoi de 30 soldats subit, à 6 km de Ménat, en un point de la route appelé col des Oliviers, une embuscade très rude. Donc c'est bien le FLN qui a fait cette embuscade. 7 morts, 9 blessés graves et 8 blessés légers. 6 indemnes seulement. 2 jours plus tard, nous descendions sur 2 villages, situés à 1 km du lieu de l'embuscade, proche du centre de Chir. Une dizaine de civils furent exécutés sur place en représailles. Donc là, on voit clairement à la fois la violence de la guerre entre le FLN et l'armée française. On voit la torture qui est mise en place par l'armée française. Alors toutes les armées font de la torture, hein. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Ça fait malheureusement partie de la guerre. Les Américains en Irak ont pratiqué de la torture dans les années 2000. Hein. D'accord. Une dizaine de civils furent exécutés sur place en représailles. On est clairement dans des crimes de guerre. Là, vous avez des soldats français. Lettre A. En B, vous avez un harki, c'est un Algérien qui s'est mis au service de l'armée française. Et en C, vous avez un prisonnier de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale. Hein. Et en D, vous avez le drapeau du FLN, qui est le futur drapeau de l'Algérie indépendante. Janvier 61, référendum en France et en Algérie. 62, pardon, excusez-moi. Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le président de la République et concernant l'autodétermination des populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination? La réponse est claire. Le oui obtient plus de 75% des voix et plus de 70% en Algérie. 18 mars 62, les accords d'Évian qui mettent en place un cessez-le-feu, après 2 ans de négociations, un cessez-le-feu, donc fin des coups de feu tirés dans le but d'arrêter cette guerre, qui est une guerre d'indépendance et de décolonisation. En juillet 62, référendum en Algérie. Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant, coopérant avec la France dans les conditions définies par les déclarations du 19 mars 62? Voici un bulletin oui. À 99,72%, le oui est obtenu. L'Algérie devient indépendante, les populations françaises d'Algérie quittent l'Algérie, les pieds noirs, parce qu'ils avaient un pied en Afrique, c'est comme ça qu'on les appelle, quittent l'Algérie et reviennent vers la France. Vous pourrez reprendre cette chronologie ensuite. La décolonisation dans le monde, on va essayer d'avoir un œil plus global après avoir regardé un petit peu ce qui se passait ici. Hein. Elle commence, comme je vous l'ai dit, en Inde, 1946-1947, elle se termine. Hein. Tout ce que vous avez à l'intérieur de la ligne rouge, c'était les Indes, dominées par l'Angleterre. L'indépendance est obtenue avec la création de 3 États, enfin 2 États au début, hein, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, qui va abriter des États à majorité musulmane, et l'Union indienne, hein, ce qu'on appelle l'Inde aujourd'hui, hein, capitale New Delhi, qui est un État composé principalement de populations de religion hindoue. Donc en fait, c'est la religion hein, qui va séparer les frontières et les hommes en Inde. Mais vu que la population se déplace beaucoup, bien évidemment, on va avoir des déplacements de population hallucinants qui se jouent en millions. 5 millions d'hindous ont traversé le Pakistan pour l'Union indienne et 6 millions de musulmans vers le Pakistan.
Alors, on va avoir des zones de tension ici à la frontière, hein, qui sont revendiquées à la fois par les hindous et par les Pakistanais, hein. C'est le cas de la région du Cachemire, notamment. Le Pakistan oriental, qui fait partie du Pakistan occidental, c'est le même pays, va devenir indépendant et va prendre le nom de Bangladesh en 71. Et un an après, en 48, vous avez l'île de Ceylan et la Birmanie qui deviennent indépendantes.